Je m'appelle Erika, et je crois que mon histoire commence quand je n'étais qu'une enfant. J'avais ce que l'on pourrait appeler une famille normale, moi, Sarah, ma mère, et Mike, mon père. Nous vivions dans une petite maison sur Maple Street. Honnêtement, ce furent probablement les meilleures années de ma vie. Papa travaillait à l'atelier automobile du centre-ville et maman restait à la maison avec moi. Elle préparait d'incroyables crêpes tous les dimanches matins, et papa me lisait des histoires pour m'endormir tous les soirs sans exception. Mais tout a changé quand j'ai eu 10 ans. Papa est tombé malade, vraiment malade. Il a commencé par tousser beaucoup, puis il s'est mis à être fatigué tout le temps. Maman a essayé de m'expliquer, mais je n'étais qu'une enfant. Je ne comprenais pas pourquoi papa ne pouvait plus jouer avec moi. L'enterrement était horrible. Je portais cette robe noire que maman m'avait achetée. Et tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point ils étaient désolés. Je ne voulais pas qu'ils soient désolés, je voulais que mon père revienne. Après la mort de papa, il n'y a eu que maman et moi pendant environ 1 an. Elle a dû trouver un emploi à l'épicerie et l'argent était rare. Nous mangions beaucoup de macaroni au fromage et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Puis maman a commencé à sortir avec un certain Robert. Elle l'avait rencontré au travail, il était directeur ou quelque chose comme ça. Au début, j'étais contente parce que maman semblait plus heureuse. Erika, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial, m'a dit maman un jour en rentrant de l'école. Robert était assis sur notre canapé, et il y avait 2 filles avec lui. Ce sont les filles de Robert, Jessica et Amanda. Elles vont devenir tes nouvelles sœurs. J'étais tellement excitée. J'avais toujours voulu avoir des frères et sœurs. Et voilà que j'en avais 2 d'un coup. Jessica avait 13 ans et Amanda 12 ans. Maman et Robert se sont mariés 6 mois plus tard. Après le mariage, Robert et ses filles ont emménagé dans notre maison. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'écrouler. Maman a donné à Jessica et Amanda la plus grande chambre à l'étage, et j'ai dû déménager mes affaires dans la minuscule pièce du sous-sol. Dès le premier jour, les filles m'ont fait comprendre qu'elles ne me considéraient pas comme leur sœur. Elles avaient des conversations sur leur famille et leur père comme si je n'étais pas là. Quand j'essayais de participer, elles me regardaient comme si j'étais une peste agaçante. Le pire, c'est quand ils ont commencé à me créer des problèmes. Jessica mangeait la dernière portion de quelque chose et laissait le récipient vide. Puis disait à maman que c'était moi qui l'avais fait. Amanda mettait le désordre dans le salon et disait que c'était moi qui l'avais fait. Et maman les croyait à chaque fois. C'est alors que j'ai commencé à passer plus de temps chez ma grand-mère. Grand-mère Hélène était la mère de papa, et elle vivait à environ 20 minutes d'ici. C'était la seule qui semblait vraiment s'intéresser à moi. J'y allais après l'école, je faisais mes devoirs à la table de sa cuisine et maman venait me chercher le soir après le travail. Le week-end, maman me déposait là aussi pendant qu'elle allait faire des courses avec Robert et ses filles. Cela a duré des années. Pendant que maman achetait à Jessica et Amanda des vêtements et des gadgets coûteux lors de leur virée shopping, je recevais les articles les moins chers dans des magasins discount. Elles achetaient des produits de marque, moi des produits génériques. Elles avaient des téléphones neufs. J'avais des vêtements d'occasion. Mais j'avais ma grand-mère, ce qui rendait les choses plus supportables. Tout s'est précipité lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Jessica et Amanda étaient déjà à l'université, et j'ai supposé que maman et Robert paieraient aussi pour mes études. J'ai postulé dans plusieurs universités et j'ai été acceptée, mais les frais de scolarité étaient élevés. J'étais tellement excitée quand j'ai rencontré maman et Robert pour parler de mes projets d'études. Toutes mes lettres d'acceptation étaient étalées sur la table de la cuisine. J'ai donc été acceptée à l'université d'État et à l'université de la ville, ai-je dit, à peine capable de contenir mon excitation. Les programmes ont l'air extraordinaires, et je pense que je pourrais vraiment. Erika, interrompt Robert, il faut qu'on parle. Maman avait l'air mal à l'aise, elle tripotait sa tasse de café. Chérie. Nous en avons discuté et nous ne pourrons pas t'aider pour l'université. J'ai eu l'impression d'être giflée. J'ai eu l'impression d'être giflée. Nous avons dépensé tout l'argent de l'université pour Jessica et Amanda, dit Robert sans détour. Il y a des priorités. Mais je suis aussi une famille, ai-je dit, la voix tremblante. Je suis ta fille. Maman m'a enfin regardée. Erika, tu dois être réaliste. Peut-être que l'université n'est pas faite pour toi. Tu devrais penser à trouver un travail, à trouver ton propre logement. Nous ne pouvons plus te soutenir. J'ai essayé d'argumenter,
de leur faire comprendre à quel point c'était injuste, mais maman s'est contentée de secouer la tête. Je suis désolée, Erika. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on me jetait comme un déchet. Le jour même, j'ai pris mes affaires et je suis allée chez ma grand-mère. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a pris un air que je n'avais jamais vu auparavant, un air de pure colère. Ces gens-là, dit-elle en secouant la tête. Ne t'inquiète pas pour l'université, ma chérie. J'ai économisé de l'argent pendant des années, et il est tout à toi. Grand-mère avait assez d'argent pour couvrir mes frais de scolarité et de subsistance. Je me suis inscrite à l'université dans un autre état, loin de tout ce qui se passait. Je n'ai pas dit à ma mère où j'allais ni ce que je faisais. Elle n'a pas non plus appelé pour demander. Pendant les 4 années qui ont suivi, je me suis jetée à corps perdu dans mes études. Je parlais à grand-mère au téléphone chaque semaine et je lui rendais visite pendant les pauses, mais je ne suis jamais retournée chez maman. Maman ne m'a jamais tendu la main, ne m'a jamais demandé comment j'allais, n'a jamais semblé se soucier du fait que j'avais pratiquement disparu de sa vie. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décidé de retourner dans ma ville natale. J'ai décroché un emploi chez Blackstone Investment Group, l'une des plus grandes sociétés financières de la ville. Le salaire était bon, très bon en fait, et je me suis trouvé un bel appartement dans le centre-ville. Le travail était difficile, mais je l'aimais. Les chiffres avaient pour moi un sens que les gens n'avaient jamais eu. Je pouvais regarder les états financiers d'une entreprise et voir des modèles, prédire des tendances, repérer des opportunités. Mes collègues ont été impressionnés par la rapidité avec laquelle j'ai tout assimilé. Je me suis rapidement installée dans une routine. Je travaillais pendant la semaine, je faisais les courses le samedi, chaque dimanche, j'allais dîner chez ma grand-mère. Elle préparait un rôti ou du poulet et des boulettes, et nous nous asseyions à la table de la cuisine pour parler de tout et de rien. Je ne parlais jamais de maman pendant ses visites. Et grand-mère non plus. C'était comme un accord tacite entre nous, cette partie de notre vie n'existait plus. Les années ont filé. J'ai obtenu une promotion, puis une autre. Mon appartement s'est embelli, ma voiture s'est renouvelée et mon compte en banque s'est étoffé. J'ai commencé à investir mon propre argent et à me constituer un portefeuille très performant. Et la vie était belle, simple, prévisible. Mais tout a changé lorsque j'avais 27 ans. J'ai reçu l'appel un mardi matin. J'étais en train d'examiner des rapports trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le localiser. C'est Erika Matthews? La voix était plus âgée, tremblante. Oui, qui est-ce? C'est Madame Peterson, la voisine de votre grand-mère. Je suis désolée d'avoir à vous l'annoncer. Mais Hélène est décédée dans son sommeil la nuit dernière. Les funérailles ont été modestes. J'ai tout organisé moi-même, le service, les fleurs, le caveau à côté de Grand Père. J'y portais la robe noire que grand-mère m'avait achetée pour ma remise de diplôme, celle qui, selon elle, me donnait l'air professionnel et beau. Et puis ils sont arrivés. Je me tenais près de la tombe quand j'ai entendu des voix familières derrière moi. Je me suis retournée et ils étaient là, maman, Robert, Jessica et Amanda. Maman avait l'air plus âgée, plus grise. Robert avait pris du poids. Les filles avaient l'air d'avoir 30 ans, avec des vêtements de marque et un maquillage parfait. Erika, dit maman en s'approchant de moi, je suis vraiment désolée pour ta perte. Je l'ai regardée fixement, après 7 ans de silence total, c'est ce qu'elle avait à dire. Hélène était une femme merveilleuse, a ajouté Robert, comme s'il l'avait vraiment connue. J'ai réussi à dire merci, virgule. La voix plate. Après la cérémonie, ils sont revenus vers moi. Cette fois, maman avait les larmes aux yeux. Erika, je sais que les choses ont été difficiles entre nous. Mais maintenant qu'Hélène est partie, il ne te reste plus que nous. Peut-être pourrions-nous essayer de reconstruire notre relation? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pensez Y, insiste maman, nous sommes une famille. Cela doit compter pour quelque chose. Au cours des semaines suivantes, j'y ai effectivement réfléchi. J'y ai beaucoup pensé. Grand-mère était partie, et la maison semblait si vide sans elle. Peut-être que maman avait raison. Peut-être que la famille était la famille, même si elle était compliquée. Alors je l'ai appelée. Maman, c'est Erika.
Je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de dîner ensemble un jour. Juste pour voir comment ça se passe. Ce serait merveilleux, pourquoi pas ce dimanche? Ce premier dîner a été très gênant. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, la même que lorsque j'étais enfant, et nous avons parlé de travail et du temps qu'il faisait. Jessica et Amanda n'étaient pas là, ce qui était probablement mieux ainsi. Alors, tu travailles dans la finance, demande Robert, comme s'il me rencontrait pour la première fois. Oui, au Blackstone Investment Group, je suis analyste principal. Ça a l'air impressionnant, a dit maman, même si je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais c'était bien, pas génial, mais bien. Nous avons donc réessayé le mois suivant, et le mois d'après. Lentement, très lentement, nous avons commencé à construire quelque chose qui ressemblait à une relation. Je venais dîner chez lui une fois par mois, parfois 2. Nous avons fêté Noël ensemble cette année-là, ainsi que Thanksgiving. J'ai même rencontré Jessica et Amanda pour prendre un café quelquefois. Même si ces rencontres étaient encore assez tendues. J'ai aussi commencé à aider maman financièrement. Rien d'important, juste de petites choses. Lorsque leur chauffe-eau est tombé en panne, je lui ai envoyé $500. Quand Robert a eu besoin de nouveaux pneus, je l'ai remboursé. Des petites choses qui m'ont donné l'impression de faire à nouveau partie de la famille. Je pensais que nous étions en train de reconstruire quelque chose de vrai, quelque chose qui pouvait durer. J'ai pensé que maman avait peut-être changé, qu'elle avait grandi, qu'elle avait réalisé ce qu'elle avait perdu en choisissant les filles de Robert plutôt que moi. Le portefeuille d'investissement que j'avais constitué se portait incroyablement bien. Et la maison que m'a léguée ma grand-mère se trouvait dans un quartier agréable et avait pris de la valeur. Mon salaire chez Blackstone ne cessait d'augmenter et j'avais été à nouveau promu gestionnaire de portefeuille. Sur le papier, je m'en sortais très bien. C'est peut-être ça le problème, c'est peut-être ça qui a tout changé. Les 3 années de cette fausse réunion de famille se sont déroulées sans encombre. Je m'étais habituée à la routine, aux dîners mensuels, aux fêtes de fin d'année, aux cafés occasionnels avec Jessica et Amanda. Bien sûr, ce n'était pas parfait, mais j'avais l'impression que nous faisions des progrès. Je commençais même à croire que maman avait peut-être appris quelque chose sur ce qui comptait vraiment. Tout a changé un jeudi soir de mars. J'étais allée chez maman pour notre dîner habituel, sans rien prévoir de spécial. En entrant, j'ai remarqué que Jessica et Amanda étaient déjà là, ce qui était inhabituel. D'habitude, elles ne venaient plus à ces dîners de famille. Nous avons mangé la première partie du dîner en bavardant, mais Jessica m'a soudain regardé droit dans les yeux. En fait, Erika, je voulais te parler de quelque chose. J'ai l'intention de créer ma propre entreprise. Une boutique de vêtements dans le centre-ville. Ça a l'air cool, ai-je dit. Le problème, c'est que j'ai besoin d'environ $100 000 pour démarrer. J'espérais que vous pourriez m'aider. J'ai failli m'étouffer en mangeant. Tu veux que je te donne $100 000? Allez, Erika, il est évident que tu te débrouilles bien. Tu as cette grande maison, ce beau travail, tous ces investissements. $100 000, ce n'est probablement rien pour toi. Je l'ai regardé fixement, puis j'ai regardé autour de la table. Maman me regardait avec impatience. Robert avait un air suffisant. Amanda acquiesçait comme si cette demande était la plus raisonnable du monde. Jessica, $100 000, c'est de la monnaie de poche, même pour moi. C'est une somme énorme à donner pour un plan d'affaires que je n'ai même pas vu. Tu ne me fais pas confiance, demande Jessica, dont la voix se fait plus aiguë. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'intelligence avec l'argent. Je ne suis pas arrivée là où je suis en prenant des décisions financières stupides. Robert s'est penché en avant, son visage devenant rouge. Tu penses qu'aider ta sœur est stupide? Écoute, si tu veux monter une affaire, c'est très bien. Mais trouve des investisseurs, obtiens un prêt, fais-le de la bonne manière. Ne t'attends pas à ce que je finance tes rêves. Le visage de maman devient rouge à son tour. Erika, tu as plus d'argent que tu ne sais en faire. Est-ce que ça te tuerait de nous aider? Je ne te donnerai pas $100 000 pour une idée d'entreprise qui ne tient pas la route. Le reste du dîner s'est déroulé dans le silence le plus complet. Je sentais le regard désapprobateur de ma mère me brûler pendant tout ce temps. Personne n'a plus rien dit jusqu'à ce que je parte. Pendant 2 mois entiers, rien. Pas d'invitation à dîner. Pas d'appel téléphonique,
pas de SMS demandant comment j'allais. C'était comme si j'avais été à nouveau effacée de leur vie. J'ai essayé d'appeler ma mère plusieurs fois, mais elle était trop occupée, ne pouvait pas parler, devait partir. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer, puis, sorti de nulle part, mon téléphone a sonné un mardi soir de mai. Erika, c'est maman. Je me demandais si tu voulais venir dîner ce dimanche. Je crois qu'il faut qu'on parle. Lorsque je suis arrivée dimanche, c'est comme si une personne complètement différente avait ouvert la porte. Maman était toute souriante et me faisait des câlins, comme si rien ne s'était passé. Je pense que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne voulions pas, a-t-elle déclaré. Les familles ne devraient pas laisser l'argent se mettre entre elles. Je suis d'accord, ai-je dit. Voulant désespérément croire que c'était sincère. Nous avons passé l'heure suivante à parler du bon vieux temps. Elle a sorti des albums de photos de l'époque où j'étais petite. À l'époque où papa était encore en vie. Nous avons ri de la fois où j'avais essayé de couper les cheveux du chien, de mon premier jour d'école, des matins de Noël quand j'avais 7 ou 8 ans. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous étions en train de nous rapprocher. Comme si nous pouvions peut-être dépasser tous les drames et toutes les blessures. Puis elle a eu ce regard. Celui que j'aurais dû reconnaître depuis le temps. En fait, chérie, j'ai quelque chose à te demander. C'est parti, me suis-je dit, mais je n'ai rien dit. Robert et moi fêtons notre 20e anniversaire de mariage le mois prochain. Nous aimerions vraiment organiser une belle fête pour marquer l'occasion. Ça m'a l'air charmant. Le problème, c'est que nous ne sommes pas vraiment en mesure de planifier quelque chose de grand en ce moment. L'argent manque un peu et je ne sais pas vraiment par où commencer pour l'organisation. Je me demandais si tu pouvais nous aider. J'aurais dû dire non tout de suite. J'aurais dû voir exactement ce que c'était. Mais j'avais tellement envie d'avoir une relation familiale qui fonctionne. Qu'est-ce que tu as en tête? Oh, rien d'extraordinaire, une 30aine de personnes. Juste la famille et les amis proches. Quelques-uns étaient sympas mais pas trop chers, point. Je pourrais aider à l'organisation, ai-je dit prudemment. Peut-être pourriez-vous aussi participer aux frais? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu es si doué avec l'argent, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça correctement. Voilà, une autre demande d'argent. Mais cette fois-ci, elle semblait différente, plus petite. Et après 2 mois de mise à l'écart, j'ai voulu revenir. D'accord, ai-je dit. Je peux m'en charger. Le visage de ma mère s'est illuminé comme un matin de Noël, vraiment? Oh Erika, merci beaucoup. Cela représente beaucoup pour nous. Le mois suivant, je me suis donc lancée dans l'organisation de leur fête d'anniversaire. J'ai trouvé un petit restaurant parfait en ville qui pouvait accueillir 30 personnes. J'ai payé la compte, les décorations et j'ai même engagé un DJ. J'ai appelé maman tous les 2 jours pour lui donner des nouvelles. Je lui disais que les fleurs étaient prêtes. Et le DJ a une super playlist de musique des années 80. C'est parfait, chérie, tu fais un travail formidable. 2 jours avant la fête, je l'ai appelé pour lui donner les derniers détails. Tout est prêt. La fête commence à 18h samedi. Je te verrai un peu plus tôt pour m'assurer que tout est bien installé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. En fait, Erika, il y a eu un changement de programme. Tu n'es pas invitée à la fête. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Très drôle, maman. Je suis sérieuse. Le rire est mort dans ma gorge. Comment ça, je ne suis pas invitée? J'ai tout organisé. Robert et moi en avons parlé avec Jessica et Amanda. Nous avons décidé que tu ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Cette fête est pour les gens qui nous soutiennent. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai organisé toute cette fête, j'ai tout payé. Nous apprécions cela, nous considérons que c'est une petite façon de compenser le fait que nous n'avons pas aidé Jessica dans ses affaires. Nous ne pensons pas que tu mérites d'être là. N'essayez pas de vous présenter au restaurant, Erika. Vous ne serez pas la bienvenue. Et la ligne s'est éteinte. Je suis restée assise à regarder mon téléphone, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Puis les SMS ont commencé à arriver. Jessica était, pense que tu as cru que tu serais invitée. Amanda, profite de ton samedi soir toute seule, loser. Jessica. Peut-être que la prochaine fois tu y réfléchiras à 2 fois avant d'être un bâtard aussi égoïste. Amanda, tu n'es pas de la famille et tu ne le seras jamais. J'y suis restée assise pendant environ 10 minutes, à regarder ces horribles messages. Puis un déclic s'est produit dans mon cerveau.
Un sourire a commencé à se répandre sur mon visage alors que je réalisais quelque chose d'incroyablement important. J'avais organisé cette fête. J'avais tout payé. La réservation du restaurant était à mon nom. Les décorations ont été payées avec ma carte de crédit. J'avais engagé le DJ. Ce n'était plus leur fête, c'était la mienne. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le Bella's Bistro, le restaurant que j'avais réservé. Bonjour, c'est Erika Matthews. J'ai réservé la fête d'anniversaire pour samedi soir. Oui, mademoiselle Matthews, tout est prêt pour votre événement. Super. J'ai besoin de faire un petit changement dans les décorations. Pouvez-vous enlever la bannière d'anniversaire et la remplacer par quelque chose qui dit « Liberté tant attendue » ? Bien sûr, nous pouvons vous la préparer. Parfait, et je change l'heure de début. Au lieu de 6 heures, ce sera 3 heures. Pas de problème. Ensuite, j'ai commencé à appeler tous les amis auxquels je pouvais penser. Des copains de fac, des collègues, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et, Sarah, c'est Erika. Je sais que c'est à court terme, mais es-tu libre samedi après-midi ? J'organise une fête de la liberté spontanée et j'aimerais beaucoup que tu viennes. Je suis partante, c'est exactement le genre de fête dont j'ai besoin. J'ai appelé 20 personnes au total. 15 d'entre elles ont dit oui immédiatement. Apparemment, tout le monde aime les bonnes fêtes avec des gens toxiques. Le samedi après-midi arriva et je me rendis au restaurant de bonne heure. La nouvelle bannière était parfaite, la liberté tant attendue en belles lettres dorées. J'avais enfilé ma robe rouge préférée, celle qui me donnait l'impression d'être compétente et puissante. Mes amis ont commencé à arriver à l'heure. Sarah a amené son petit ami Mike. Jessica, ma colocataire, a apporté une bouteille de champagne. Même mon collègue Tom est arrivé avec sa femme. D'accord, il faut que j'entende cette histoire, a dit Sarah alors que nous étions tous rassemblés autour de nos tables. De quoi célébrons-nous exactement la liberté ? Je leur ai donc tout raconté. L'histoire sordide de ma mère et de ma belle famille, la demande de prêt pour l'entreprise, l'organisation de la fête d'anniversaire, le fait de ne pas être invité à mon propre événement. Lorsque j'ai terminé, tout le monde secouait la tête. Incrédule. Sarah a levé sa coupe de champagne et a dit « À la santé des personnes toxiques qui se retirent de votre vie ». Tout le monde a applaudi et trinqué. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment heureuse. Environ 1 heure après le début de la fête, le gérant du restaurant s'est approché de notre table, l'air troublé. Mademoiselle Matthews, il y a une femme à la porte d'entrée qui est très contrariée. Elle prétend que c'est censé être sa fête d'anniversaire. Je souris, dites-lui que le restaurant est fermé pour un événement privé. Elle est très insistante. Elle est accompagnée de plusieurs personnes qui demandent à entrer. Je me suis dirigée vers l'avant du restaurant où les fenêtres du sol au plafond me donnaient une vue parfaite de l'entrée. Ils étaient là, maman, Robert, Jessica, Amanda et une vingtaine d'autres personnes que j'ai vaguement reconnues comme des parents et des amis de la famille. Maman frappait la porte vitrée. Le visage rouge de fureur. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelée. Bonjour, maman. Elle s'est retournée et m'a vue à travers la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. Erika, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le restaurant est-il fermé ? C'est censé être ma fête d'anniversaire. En fait, c'est ma fête, je l'ai payée, je l'ai organisée et j'ai décidé qui devait venir. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de ta famille, tu te souviens ? Alors j'ai organisé ma propre fête à la place. À travers la vitre, je pouvais voir Robert faire des gestes de colère. Jessica et Amanda étaient toutes deux sur leur téléphone, probablement en train de m'envoyer d'autres insultes. Les autres invités avaient l'air confus et embarrassés. Erika, c'est de la folie, tu as tout gâché. Je n'ai rien gâché. C'est toi qui l'as fait. Quand tu as décidé de m'utiliser comme un distributeur de billets et de me jeter ensuite. Ouvre cette porte tout de suite. Non, amuse-toi à expliquer à tous tes invités pourquoi il n'y a pas de fête. Raconte-leur comment tu as invité ta fille à organiser et à payer la célébration de ton anniversaire, puis tu l'as désinvitée parce qu'elle ne voulait pas donner 100 000 $ à ta belle-fille. Le visage de maman est devenu blanc. Je l'ai vu regarder les invités confus,
réalisant qu'elle allait devoir leur expliquer tout ce gâchis. Tu es un petit salaud vindicatif, a-t-elle sifflé au téléphone. Je suis quelqu'un qui a enfin appris à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Au revoir, maman. J'ai raccroché et je suis retournée auprès de mes amis, qui avaient assisté au drame par la fenêtre. Nous avons fait la fête jusqu'à 10h. Mes amis ont été extraordinaires, ils ont gardé l'ambiance légère et amusante. On fait des blagues terribles sur les familles toxiques et m'ont aidé à fêter ce qui était honnêtement la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Lorsque je suis rentrée chez moi ce soir-là, mon téléphone bourdonnait de messages. Pas seulement de ma mère et de mes demi-sœurs cette fois, mais aussi de membres de ma famille qui avaient assisté à la fête. Maman, tu es morte pour moi, ne me contacte plus jamais. Jessica, tu es une folle psychotique, pas étonnant que papa soit mort pour s'éloigner de toi. Amanda, j'espère que tu as apprécié ta petite crise parce que tu n'auras plus jamais de famille. Robert, ta mère a le cœur brisé, tu devrais avoir honte. Tante Linda, je ne comprends pas ce qui s'est passé ce soir, mais ta mère est très bouleversée. Cousin Dave, j'ai entendu parler d'un drame à la fête, tout va bien? J'ai lu tous ces messages, m'attendant à me sentir mal, coupable ou triste. Mais vous savez ce que j'ai ressenti à la place? Du soulagement. Un soulagement pur, écrasant. J'ai tapé une réponse et l'ai envoyée à maman, Robert, Jessica et Amanda. Tu as raison, je ne te contacterai plus jamais. Merci de m'avoir enfin montré qui tu es vraiment. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. L'objet était le suivant, avis de reniement. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a pris le dessus. Erika, après ton comportement honteux lors de ce qui était censé être notre anniversaire de mariage, Robert et moi avons décidé de te renier officiellement. Tu n'es plus notre fille et nous ne voulons rien avoir à faire avec Théo. Ne nous contactez plus jamais. Tu n'es pas la bienvenue aux réunions de famille, aux fêtes ou à tout autre événement. En ce qui nous concerne, tu n'existes pas, Sarah. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai commencé à rire. Je me suis mise à rire à gorge déployée dans ma maison vide. Elle pensait que c'était une sorte de punition. Mais c'était en fait le meilleur cadeau qu'elle aurait pu me faire. J'ai appuyé sur « Répondre » et j'ai tapé « Parfait, merci d'avoir rendu ça officiel. Ayez une belle vie. » C'était il y a 6 mois. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucune d'entre elles depuis, et ma vie est devenue absolument paisible. Plus de marches sur des œufs, plus de faux dîners de famille, plus de demandes d'argent déguisées en liens familiaux. J'ai été promue gestionnaire de portefeuille senior au travail. Je sors avec un gars vraiment génial que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Tom. J'ai rejoint un club de lecture et j'ai commencé à prendre des cours de yoga. Je fais du bénévolat au refuge pour animaux le Week-end. Ma maison, la maison de ma grand-mère, me semble être mon chez-moi et non plus un endroit dont j'ai hérité. Je l'ai redécoré exactement comme je le voulais, je l'ai rempli de plantes, de livres et de choses qui me rendent heureuse. Parfois, les gens me demandent si la famille me manque. Je leur réponds que j'ai enfin compris la différence entre la famille et les proches. La famille, ce sont les gens qui vous aiment et vous soutiennent. Les proches sont simplement les personnes qui partagent votre ADN.